Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de pouvoir avoir mon frérot Davidson. Frérot, merci pour d'avoir répondu positivement à mon invitation. Comment tu vas? Ça va super et toi? Merci de l'invitation. Ouais, ça va. Je suis content que tu puisses participer à ce podcast. Parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, peut-être qu'ils te connaissent pas, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait jusqu'alors? Écoutez, moi c'est Davidson, du coup jeune musicien. Donc moi je suis un musicien qui a grandi dans l'église, qui est né dans l'église et qui a commencé à servir très très tôt dans le ministère de la musique. À côté de ça, j'ai pu être sur pas mal de plans intéressants musicalement avec de jeunes artistes émergents dans le milieu du gospel. Et aussi, j'ai pu faire également quelques plans aussi dans le milieu séculier. Alors, je sais que tu joues plusieurs instruments. Quel est ton instrument réellement et quels sont les autres instruments que tu joues aussi à côté? Il y a un peu un mystère sur ça, donc je vais continuer à laisser le mystère. Parce que il y a des gens qui essayent de savoir c'est quoi mon instrument de prédilection. Ouais, tu brouilles les pistes. Ouais, puisque en réalité, bon, les gens voient que je fais du coup de la basse, de la batterie. Ouais. Il y a un peu un mystère pour savoir c'est quoi mon truc officiel. Ouais. Mais en vrai, tant que je kiffe et tant que ça fait plaisir aux gens. Comment tu t'es mis à la musique? Est-ce que tu es dans une famille de musiciens? Comment ça se passe pour toi? Moi, oui, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon père est guitariste et ma mère est chef de chœur. Ok. Du coup, j'ai un peu grandi dans un contexte très musical. Ça a commencé, je pense, depuis tout jeune où mon père, à l'église, jouait de la guitare et il nous asseyait à côté de lui, moi et mon frère. Et du coup, forcément, comme tout enfant, allant à l'église, on voit la batterie et on est tout de suite attiré par la batterie, moi et mon frère. Ouais. Après, bon, moi, j'étais un enfant un peu plus curieux, donc du coup, j'ai commencé à toucher au piano par la suite et ensuite un peu plus après dans mon adolescence à toucher la basse. Donc ouais, ça a commencé vraiment comme ça. C'est plus dans le contexte où on était jeunes, mon père nous asseyait, on voyait les instruments depuis très tôt. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as joué à l'église? Que j'ai commencé du coup à jouer très très jeune, je crois que j'avais 8 ou 9 ans. Ok. Ça devait être pour à l'époque le spectacle des enfants pour l'école du dimanche. Où du coup à l'église ils savaient du coup que je jouais des instruments, j'étais intéressé par les instruments. Ouais. Et ils voyaient déjà que j'avais une certaine facilité à pouvoir jouer, à pouvoir être vif sur certains trucs. Donc on a commencé du coup avec mon frère à jouer tout ce qui concernait l'école du dimanche. Ok. Et ensuite petit à petit commencer à apprendre à jouer des cultes. Est-ce que tu as pris des cours ou est-ce que tu es totalement autodidacte? Je suis totalement autodidacte, j'ai appris par moi-même, même si comme plusieurs d'entre nous, je suis passé par la case conservatoire, principalement à cause des parents. Ouais. Mais sinon, ouais, j'ai tout appris tout seul. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de particulier de passer au conservatoire ou est-ce que ça a été une perte de temps? C'était plus une perte de temps dans le sens où mes parents, comme ils connaissent la musique, ils voulaient qu'on comprenne l'aspect théorique, puisque on était intéressés par ça et ils voulaient qu'on apprenne tout ce qui est solfège parce qu'ils pensaient que ça allait être utile. Moi, alors que très jeune, moi, j'étais déjà branché très gospel. Ok. Ça m'intéressait pas. Et donc, c'était plus de la perte de temps. Après, ça me permettait aussi d'avoir accès au conservatoire pour m'entraîner. Ouais. Mis à part ça, en termes d'apprentissage, ça m'a pas forcément été très, très utile. Du coup, ils ont pris le temps d'essayer de te donner une chance de te former théoriquement à la musique. Est-ce que du coup, le fait que tu serves à l'église,
est-ce qu'il y a aussi eu une sorte d'accompagnement où tes parents ou quelqu'un de l'assemblée a pris le temps de te former sur le service à l'église? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Moi, j'ai eu la grâce et la chance d'avoir grandi dans une église qui était très stricte par rapport à ça. Mhm, C'est-à-dire que depuis très tôt, on me faisait comprendre que ce que je faisais, c'était pas anodin, quoi. Je jouais pas, enfin, j'étais pas juste là pour jouer. mhm, Et on m'a inculqué très tôt cette notion de ministère. mhm. Que, bah, je sais pas, t'as un enfant de 9, 10 ans, tu dois lui expliquer Ouais, un ministre pour Dieu et qu'il est appelé à faire quelque chose. ouais, À cet âge-là, tu commences à comprendre les trucs autour de toi. Et donc, ouais, ouais. moi, très tôt, j'ai dû apprendre à comprendre que bah, ce que je faisais, c'était pas... à comprendre les notions très tôt de ministère et de service. Comment ça s'est manifesté dans ta vie? Que tu comprennes que ce soit un ministère et pas juste un moment où tu viens jouer de la musique. Mhm. Est-ce que du coup ça a eu des répercussions sur ta manière de gérer ta vie, tes relations, tes choix de vie, tout ça? Ouais, complètement. Surtout que comme j'étais dans une église, dans une assemblée, du coup, qui était... dans laquelle on nous faisait avoir conscience de ça très tôt. Mhm, Il y a beaucoup de choses forcément qui ont influencé mes choix, mhm, qui ont influencé mes convictions, ma manière de penser. mhm. Et c'est des très bonnes valeurs en soi, dans le sens où bah, ça m'a permis de capter assez tôt certaines choses aussi qui sont bibliques, Ouais. qui sont liées à ce que Dieu voulait et à la parole de Dieu. Mhm, Donc oui, forcément, ça a eu des répercussions. Après, ce sont des choses, en réalité, comme on est petit, enfin, comme j'étais petit, j'étais innocent, ça veut dire que ces choses-là, bah, je les considérais vraiment. ouais. Et, j'ai appris très tôt à vivre avec ça et ça a jamais été une sorte de contrainte. Pour moi, D'accord. c'était juste normal de devoir, bah, en fait, je savais que c'était spécial. Mhm. Donc, c'était quand même un privilège très tôt. Mais, j'ai quand même eu, ouais, très tôt la conscience de me dire que, ouais, en fait, c'est spécial ce qui se passe. Et comment ça se manifeste concrètement dans ta vie? Je sais pas, ne serait-ce que dans tes fréquentations, dans ta manière de gérer ton rapport à l'école. Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce que c'est juste le dimanche quand tu es à l'église ou quand tu prépares ton service que ça a un réel impact? Dans mes fréquentations, oui, parce que on m'inculquait beaucoup le fait que j'étais pas n'importe qui, forcément. Mhm, Je servais déjà et donc je devais pas marcher avec n'importe qui. mhm. Donc tu sais ce truc d'être un peu appelé, Ouais. il fait que bah tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Mm. Donc ça très tôt j'ai dû apprendre à dealer Ouais. avec le fait de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas traîner avec n'importe qui. Ouais, très tôt j'ai dû apprendre à dealer avec ça et oui, forcément servir ça a eu un impact Mhm. perso. Et est-ce que ça a créé de la frustration chez toi ou le fait de jouer de la musique, c'était tellement fort pour toi que en fait ça valait le coup? Pas du tout, pour moi c'était normal et même j'étais quelqu'un très désireux de bah très tôt, j'ai eu très soif de servir donc ça Mhm. c'était pas forcément une contrainte. C'est devenu une contrainte un peu après quand tu rentres un peu dans l'adolescence Mhm. parce que il y a l'influence, Ouais. il y a ce que le monde t'apporte et faut rester concentré sur l'objectif et du coup oui, là ça commence à devenir une contrainte parce que tu vois que tu commences à être différent auprès des gens. Mhm. Tu peux vivre tu peux être passé par le rejet. Bon, moi, c'est pas réellement ce qui m'est arrivé, mais je sais que pour moins que ça, il y a des gens qui te rejettent Ouais. parce que tu es différent, parce que tu dois véhiculer un message. Mm. Et je sais que ça peut être une contrainte. Moi, ça n'a pas été une contrainte, mais ça devenait compliqué dans l'adolescence. Si on avance un peu dans ta vie, du coup, l'adolescence arrive, tu deviens jeune adulte. Est-ce que ta vision de ce qu'on t'a enseigné jeune, à 9, 10 ans, est-ce que ça évolue ou est-ce que tu prends ça pour argent comptant? Ah oui, ça a évolué. Ça a fortement évolué. Dans le sens où j'ai appris à avoir une vraie définition du service, pas plus tard que genre il y a 2 ans, Ok. alors que j'ai commencé à servir très jeune. Mhm. J'ai pas regretté le fait d'apprendre ça tard, parce Mhm. qu'en fait je me dis que si Dieu voulait que je sache ça à ce moment-là, Mm. c'était pour un but précis, Ouais. c'était pour que j'ai la maturité nécessaire de comprendre tout ce qui se passait autour de moi. Mhm. Donc c'est pas un regret, mais il y a quand même ce truc de ouais j'ai servi pendant tout ce temps, mais j'ai eu la réelle définition que là récemment.
Est-ce que tu peux nous partager ta définition du service, du coup? Bien sûr. Alors déjà, Dieu est passé par plusieurs épreuves où j'ai dû vivre plusieurs échecs Mhm, pour que je me rapproche de lui. Et quand je me suis rapproché de lui, la première chose sur laquelle il a travaillé, c'est mon ministère. mhm, Et, ce que je faisais pour lui. Je me rappelle, à mes 18 ans, j'étais dans une phase où je me demandais, Seigneur, en vrai, parce que en fait, les musiciens à cet âge-là, on se disait, ouais, je joue pour Dieu. mhm. Et en fait, quand on dit ça, c'est juste, on joue de la musique chrétienne, on pense que Dieu, il est content et puis ça y est, c'est fini. Ouais, clairement. Moi, je voulais, à cet âge-là, je me rappelle très bien, je voulais vraiment savoir qu'est-ce que ça signifiait jouer pour Dieu. Ok. Et Dieu, comment il m'a donné la réponse? Il m'a fait passer par certains échecs Mhm, où j'ai dû me rapprocher de lui. Et quand je me suis rapproché de lui, j'ai commencé à lire un peu plus sérieusement la parole et vraiment scruter vraiment qu'est-ce que signifiait le service. mhm, Et le service, j'ai découvert qu'en fait, on servait les hommes et c'est comme ça que Dieu est glorifié. mhm. Et à partir de là, mon rapport au service, il a totalement changé dans le sens où les trucs que je voulais pas faire par soit paresse, par flemme, Mhm, en fait, je me disais, ou même par rapport vis-à-vis des gens, parce qu'en fait, on se dit, enfin, on te dit, tu sers les gens, mhm, et ces mêmes gens-là qui te blessent, mhm, ces mêmes gens-là qui peuvent te contrarier, c'est eux que tu dois servir. mhm. Tu peux, et je sais qu'à cette époque-là, c'était très facile. En gros, moi, il y a un truc qui me contrariait, moi, j'arrêtais de jouer, tu vois. Ouais. Et en fait, avoir cette définition-là à cette étape de ma vie, ça a changé mon rapport au service dans le sens où il y avait des trucs sur lesquels j'étais tellement plus souple, où je me disais, c'est pas grave. Mhm. Ça peut passer au-delà. Ouais. En fait, même si vous me blessez, je suis là pour vous servir. Et même l'exemple du service, c'est Jésus lui-même, quand Mhm. il dit la parole. Tu vois que Jésus, quand il est arrivé pour faire son ministère sur terre, il a dit, je suis là pour vous servir et pas pour être servi. Mhm. Du coup, il était là pour les gens. En fait, je vois le service maintenant comme une aide que tu apportes. Ok. En fait, les gens ont besoin de ça. Moi, à travers mon don, à travers ce que Dieu m'a donné, Mhm. je peux bien vous aider à rentrer dans l'atmosphère. Yes. Et ça a complètement shifté ma manière de penser, en tout cas sur l'instrument, dans là où peut-être je pensais un peu plus à la technique pendant que je jouais, Mhm. là où peut-être où je pensais plus au jeu d'ensemble avec les autres gars, ben là je pensais plus à en fait, il faut rendre l'atmosphère insoutenable, comme j'aime bien dire. Ok. Faut que faut que en fait dès que les gens rentrent, faut que vraiment au moins une personne trouve quelque chose. Et du coup, ouais, c'est par ce process-là par lequel je suis passé. Et est-ce que ça change aussi, du coup, ta manière de te préparer pour un culte? Ah oui, totalement. La consécration, elle est différente. Ouais. Et maintenant, tu as un peu plus conscience des enjeux dans la vie des autres. Donc du coup, le meilleur moyen pour ça, je pense que c'est d'être un canal pour Mhm. qu'en fait, au final, Dieu t'utilise et que toi, tu puisses déverser sur toutes les personnes qui seront disposées à recevoir. Mhm. Et donc, ouais, forcément, la préparation, elle est différente. C'est plus de temps dans la prière, Mhm. plus de temps dans le jeûne, plus de temps dans la compréhension de la parole de Dieu Mhm. et plus de temps aussi à écouter Dieu. C'est pour Yes. savoir qu'est-ce qu'il veut pour toi, réellement. Comment ça se matérialise musicalement dans ton jeu? Quand j'ai dit que le service, c'est une aide que tu apportes, et en tant que musicien, c'est une aide que tu apportes au peuple pour que le peuple soit disposé. Mhm. Ça passe aussi par des moyens qui vont avec la technique de jeu. Bien sûr. Par exemple, si je te donne un exemple, on a par exemple, à l'église, il y a un temps de méditation. Mhm. Musicalement, en fait, tu dois apporter une atmosphère qui soit cohérente avec la direction que prend le culte. Mhm. Par exemple, tu vas pas prendre une mélodie qui fait très guerre spirituelle dans un temps de méditation, tu vois. Ouais, clairement. Il y a aussi cette notion de pertinence là dans le jeu, De cohérence de cohérence, ouais. entre ce qui se passe maintenant et ce que toi tu joues, en fait, l'atmosphère que tu apportes. D'où l'importance d'être très attentif à ce qui se passe Mhm. pendant le service et à la direction que le culte prend, tu vois. Il faut être très attentif et même il faut apporter du coup une atmosphère cohérente, même au niveau technique, par exemple pour les pianistes. Mhm. On sait très bien que les pads, ça a une certaine tendance à rajouter une espèce de tranquillité, Mhm. qui facilite la méditation. Ça, Mhm. c'est des outils qu'il faut prendre en compte pendant qu'on sert, tu vois. Si ça Mhm. peut aider au moins une personne à rentrer dans l'introspection, Yes. il faut qu'on mette tout en œuvre pour qu'une personne soit disposée à aller dans la direction que prend le culte. Ok. Vu que tu parles de pad, ça va peut-être parler au pianiste du coup. Euh, Est-ce que, en fonction du son et en fonction de la thématique que ce son aborde, est-ce que du coup tu changes ton patch, tes layers, tout ça? Oui, Comment tu choisis
le son de ton ki en fonction, en fait, du type de son que tu vas jouer? Ça dépend de ce qui se passe dans la salle. Généralement, en tant que pianiste, on a généralement des synthés qui nous offrent des larges choix de propositions de sonorités. Mmh. Et en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'énergie, tu dois savoir jongler entre ces différents sons-là. Par exemple, comme expliqué dans les moments plus tranquilles, tu peux utiliser des pads Mmh. avec un piano. Dans les moments où il y a de l'énergie, tu peux utiliser un piano avec des strings, un piano avec des brasses. Mmh. Aujourd'hui, tu as des gars qui font, enfin, on peut s'amuser avec 4 sons, on met pads, strings et bells en même temps. Ouais. Et ça, faut être très vif avec ce qui se passe dans le culte, dans le sens où tu vas pas mettre, je sais pas, des brasses dans un moment qui est pas forcément énergétique, tu vois. Ouais. Donc il y a aussi la notion de pertinence, elle revient encore, Mmh. mais c'est important de savoir jongler les différents sons et choisir. Moi, en tout cas, je choisis mes différents sons en fonction de vraiment ce qui se passe dans l'assemblée et la direction que soit le leader prend, soit le pasteur prend. Faut vraiment être attentif à la direction que le culte prend. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Et tu disais tout à l'heure que les pads, c'est bien pour une atmosphère plus de méditation, de prière, parce qu'on a une attaque qui est hyper lente, donc ça permet de bien mélanger les différentes sonorités, les couleurs des différents accords, etc., Mhm. sans attirer l'attention. C'est-à-dire que la transition, elle est progressive. Euh, Quel est pour toi le rôle des brasses, le rôle des bells et le rôle, par exemple, d'un e-piano ou d'un piano qui serait un peu plus classique, grand piano? Leur rôle, ça va être d'apporter un truc un peu plus énergétique. Mhm. Par exemple, c'est pas forcément que pour de la louange. Moi, je sais que pour les temps de prière où on rentre dans de la bataille spirituelle, si je mets des brasses, Ouais. c'est que on passe à un autre level. C'est qu'on est à un niveau d'énergie où il faut commencer à intercéder, tu vois. Mhm. Et les belles, c'est plus quelque chose qui va embellir, Ok. quelque chose qui va rajouter un peu de fantaisie. Mhm. Après, pour les différents sons de piano, c'est plus pour, je dirais, c'est plus pour la diversité dans le jeu, D'accord. au sens où si tu veux un peu changer du piano classique, tu peux utiliser, t'as la possibilité d'utiliser des Rhodes, des Mhm. pianos électriques, Mhm. et c'est un panel que le synthétiseur il peut t'offrir. Mhm. C'est des options. Après, c'est pas des choses qui sont obligatoires, mais ça reste des options qui peuvent être pertinentes en fonction de ce qui se passe pendant le culte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta routine musicale? Est-ce que tu joues tous les jours? Est-ce que tu bouffes de la musique tous les jours? Comment ça se passe? Bon, déjà, je tiens à mettre un petit warning. Mon exemple n'est pas le bon à prendre. Ouais. J'ai regardé en plus un podcast il y a pas longtemps avec plusieurs intervenants, plusieurs batteurs de notre communauté et tout. Mhm. Ils parlaient du fait qu'il y a toujours un moment dans notre vie où Mhm. musicalement on est inarrêtable en termes de Ouais. pratique. Mhm. Moi, c'était plus du coup pendant mes années quand j'étais au lycée. Mhm. Quand je me rappelle, je commençais à avoir un bon matériel pour taffer Mhm. et unstoppable. Je Ouais. pouvais jouer, mais genre, je rentrais des cours à 17h, je jouais de 18h jusqu'à 6h du matin, et ça tous Mhm. les jours. Bon, là, actuellement, ma routine n'est plus pareille, parce que bon, on commence à se faire vieux. Dis le gars qui vient de rentrer dans la vingtaine. Non, mais la réalité de la vie, elle évolue. Ouais, c'est C'est-à-dire que clair. quand tu vis chez tes parents, tu as peut-être moins de responsabilités que quand tu as ton appart et puis tu as tes factures à payer, etc. Donc, il y a une certaine réalité qui t'attrape aussi. Non, c'est clair. Bah après, j'essaie quand même de me maintenir au moins 2 ou 3 jours dans la semaine où je vais jouer. Ok. Et essayer d'être un peu plus créatif parce que je fais aussi beaucoup d'arrangements. Mhm.
où je vais essayer de pousser un peu plus la créativité, où je vais essayer de vraiment essayer de chercher de OK. nouvelles sonorités. J'essaye de me garder cette routine-là, mais on n'est vraiment plus à à l'âge où je pouvais m'entraîner tous les jours, sans avoir de contraintes d'heures. Dans un monde parfait, combien de temps tu penses qu'il faudrait que tu pratiques par jour pour pouvoir être au top de ton niveau? Je pense un bon 2 heures, hein, 2 heures par jour? un bon 2 heures. Mais après, mon cas, il est compliqué parce que je joue plusieurs instruments. Ouais. Donc du coup, faut répartir, un peu sur tout. Après, je sais que, bon, on dit que on peut pas être fort partout, ce que je pense aussi, Mmh. parce qu'il faut savoir répartir aussi son temps, sur chaque instrument. Mais je pense que pour un instrument, Mmh mh. pour se bien perfectionner, si on s'entraînait au moins 2 heures par jour, faire 1 heure de travail de recherche Mmh. et 1 autre heure de travail de pratique, c'est, selon moi, bien réparti. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce travail de recherche-là? Comment ça se passe chez toi? Est-ce que tu écoutes des sons de manière aléatoire ou est-ce que tu prends des classiques, tu dis: «Ah bah tiens, je vais essayer de retrouver telle couleur, telle couleur». Comment ça se passe ce travail de recherche? Est-ce que tu pars de rien et genre juste, tu te laisses, t'exprimer? Comment ça se passe? Alors moi, mon travail de recherche, c'est beaucoup du relevé, premièrement. OK. Je prends le temps d'écouter beaucoup de choses, que je vois sur Instagram ou sur YouTube, Mmh mh. d'autres, bassistes ou d'autres, musiciens. Mmh. J'enregistre et dès que le moment il vient pour pratiquer, bah, telle ligne de basse, je vais essayer de la reproduire OK. avec, en essayant de capter l'intention, en essayant de capter, le son. Mmh mh. Qu'est-ce qui fait que, il a eu la dextérité pour faire cette ligne-là? Comment il a réussi pour avoir ce son-là? Mmh mh. Ouais, ça se passe plutôt comme ça. Moi, c'est toujours des choses que j'enregistre ou même, bah, des sons qui sont existants, Mmh mh. des classiques comme tu dis, Mmh. que je vais essayer de relever. Le pattern de la basse, comment il réfléchit dans les patterns. OK. Est-ce que c'est du AB? Est-ce qu'il a un pattern A qui prend, je sais pas, au couplet et il fait le B au refrain? Mmh mh. Il garde le même principe, sur toute la chanson. En fait, OK. j'essaie vraiment de capter qu'est-ce que l'instrument en question fait dans la musique et pourquoi. Est-ce que tu écris tout ça? Ou est-ce que genre tu l'écoutes, tu essaies de le reproduire et puis en gros, tu utilises uniquement ta mémoire? Comment ça se passe? Alors généralement, quand c'est pour des plans, j'écris. Donc Ouais. là, je prends le temps de me poser, j'écris et même pour, ma mémoire, je pense que c'est un bon exercice le fait de pouvoir, écrire. Mmh mh. Mais par contre, quand je suis en pratique, j'essaye de relever, à l'oreille pour, bah, pour essayer de comprendre de moi-même, qu'est-ce qui a fait que, bah, ce groove-là, il passe bien et même comme ça, à l'oreille, j'essaye de capter aussi dans les doigts Mmh mh. rapidement, le positionnement à avoir. OK. Donc ouais, c'est principalement j'écris pour, quand je relève, Mmh mh. quand je dois relever pour, une prestation, Ouais. mais quand c'est pour mes temps de pratique personnels, je fais à l'oreille. Tu disais tout à l'heure que tu as servi essentiellement dans l'église depuis ton très jeune âge et que, ça t'est arrivé aussi de faire des prestats, de faire d'accompagner, des artistes, également dans le séculier. Oui. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait, comment t'es venue cette idée? Est-ce que c'est juste une opportunité qui est arrivée? Quelle est la réflexion qui s'est passée dans ta tête pour te dire: «Ah ouais, OK, je vais faire ça»? Au départ, c'était pas forcément quelque chose que je voulais, enfin que je voyais, Mmh mh. même si en soi, quand on voit, bah, certains gars, pardon, de notre communauté Mmh. qui ont pu arriver du coup à faire des grosses scènes avec de gros artistes, Mmh mh. tu vois que c'est possible Mmh mh. et forcément en tant que jeune musicien, tu te dis, tu as envie de cette vie-là aussi, tu vois? Ouais. D'accompagner des artistes, de faire des grosses salles et cetera. Mmh mh. Ça me parlait pas jusqu'ici, jusqu'à ce que j'ai vu que c'était possible pour moi, OK. dans le sens où je voyais que, bah, plusieurs gars du milieu étaient intéressés par mon profil Mmh mh. et qui ont commencé à me contacter, à me solliciter pour, bah, pour, quelques plans OK. et du coup, bah, c'est comme ça que bah, à la base, j'étais un peu poussé Mmh mh. dans le sens où on me disait, «Il y a de la place pour toi, il manque des bassistes» Mmh mh. et après, bah, j'ai décidé d'essayer pour voir Ouais. ce qui allait, de même tâter le terrain, professionnel pour savoir comment ça fonctionne, OK. c'est quoi les requis et cetera Mmh mh. et ouais, effectivement, en vrai, il y a de la place pour tout le monde et suffit d'être professionnel et sérieux. Est-ce que c'est quelque chose du coup, qui aujourd'hui t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose, que tu voudrais faire? Vivre de ta musique? Pour le moment, j'y pense pas vraiment, Mmh mh. même s'il y a quand même l'envie de vouloir,
faire des plans qui vont me permettre de m'améliorer aussi, parce que c'est un milieu qui est quand même qui professionnalise, enfin qui te rend un peu plus professionnel. Mm. Et ça change beaucoup ta manière de voir certaines choses dans la musique, parce que en tout cas, du peu que j'ai pu faire en termes d'expérience, Mhm. le niveau que ça requiert en termes, pas forcément en termes de jeu, hein, puisque en soi, on a quand même un très gros avantage à venir de l'église. Mhm. Enfin, je pense en termes d'adaptation, en termes de feeling, Mhm. mais dans le sérieux. Donc, Mhm. sur le fait d'être professionnel, sur le fait d'être à l'heure, sur le fait de relever les morceaux, sur le fait même sur comment les répétitions elles se déroulent. Mhm. Que moi, ça me donne envie d'expérimenter encore plus de choses comme ça qui vont me challenger, tu vois. Ouais. Après, à plein temps, pour le moment, je sais pas encore. Mhm. Moi, j'attends de voir. Mais ouais, moi, j'ai bien envie encore être challengé pour pousser, tu vois, Mhm. pour évoluer encore plus. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui est possible dans le milieu chrétien, de vivre de sa musique? C'est compliqué parce que contrairement à d'autres pays où le gospel c'est un peu plus développé, la France, il y a pas d'industrie réellement du gospel. Mais Mhm. ici, en vrai, on a un game qui est quand même assez sérieux, et on a aujourd'hui des artistes qui arrivent à remplir des Bercy, par exemple, ou faire des choses très, très intéressantes. Mhm. Il y a pas, enfin, il y a pas d'industrie où on est prêt à réellement investir dessus, Mhm. contrairement aux États-Unis où c'est un peu plus simple de pouvoir vivre du gospel. Tu disais tout à l'heure que ta vision du service a changé il y a 2 ans de ça. Dans cette vision du service, ça a changé ta manière d'aborder ta musique. Mhm. Tu as compris qu'il fallait que tu étais là pour servir les gens et que c'est comme ça que tu plaisais à Dieu. Et donc, ça a changé ta manière aussi de te préparer. Yes. Entre la préparation spirituelle, lire la Bible, comprendre quel est ton appel, etc. et le côté préparation technique, comment toi tu trouves l'équilibre entre les deux? Qu'est-ce qui est le plus important? Que c'est du 50-50? Est-ce que c'est du 60-40? Comment toi tu balancerais les deux? Je pense que la partie spirituelle est plus importante, puisque en soi, moi, dans la façon dont je voyais les choses depuis plus petit, c'est que en fait, on n'a pas forcément toujours les moyens d'avoir une grosse préparation technique dans les églises. Mhm. Et j'ai un peu vécu l'ensemble de mon ministère et même de mon service avec Christ. J'ai un peu vécu dans le sens où qu'il y a du gros moyen ou qu'il y a rien, faut y aller. Mhm. Ce qui va être important, c'est vraiment pas la qualité du matos, c'est vraiment pas les arrangements, c'est vraiment pas tout ce qui est technique, mais c'est vraiment ce que nous on va être prêt à déverser. Ça veut dire que je sais pas si je peux mettre un équilibre, Ok. parce que ça va dépendre des moyens. Et en réalité, même si il y a les moyens, le plus important c'est ce qu'il y a à déverser en vrai. Mhm. C'est comme ça que moi, on m'a inculqué la vision du ministère, parce que moi je voyais pas toutes ces choses techniques. Moi, c'était juste en fait faut apporter quelque chose, et en fait il y a pas le temps de réfléchir à tout ça. C'est en fait qu'il y a ou qu'il y a pas, et même encore aujourd'hui, hein. Mhm. Aujourd'hui, parfois on est sollicité pour des trucs, on t'annonce que je sais pas, il y a pas d'ampli basse, il y a pas de truc, et en vrai, enfin il y a pas forcément tout ce qu'on aurait aimé qu'il y ait, mais Ouais. faut y aller. Yes. Donc pour toi, le confort technique, c'est un plus, mais c'est pas ça qui fait la différence réellement. Ouais, pour moi c'est vraiment un plus. Enfin, en tout cas, j'ai grandi dans. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont aussi remettre en question l'idée d'excellence, que ouais, on sert de l'excellence, ça veut dire que même dans le matos, on doit être excellent et tout machin. Mhm. Mais parfois, il y en a, on n'a pas les moyens de se permettre ça. Et même, quand je dis les moyens, c'est même les moyens financiers, mais même les moyens en termes de compétences Ouais. techniques. Parfois, il y a des gens, ils savent juste pas que, je sais pas, il faut, je sais pas, des subs ou des trucs comme ça. Ouais. Donc, du coup, ils savent juste pas. Et en vrai, tu veux dire quoi à ces gens-là, que, en gros, parce que vous avez pas ça, tu joues pas? Mhm. Et du coup, là, tu es en train de compromettre, du coup, ce que tu véhicules. Parce que en soi, t'es pas là pour ça. T'es là Ouais. pour quelque chose. Le manque de formation, c'est un problème dans les églises. Je pense qu'on est appelé à évoluer, Mhm. et donc, du coup, à se former. Ok. Je pense qu'on doit surtout faire en fonction de nos moyens, et être humble, parce que j'ai vu plusieurs églises ou même plusieurs organisations chrétiennes vouloir faire des choses qui étaient au-dessus de leurs moyens
technique et financier. Mhm. Je pense qu'il faut aussi l'humilité de se dire que bah on a ça, donc on va dans cette direction et pas voir au-dessus de ses capacités. Mais je pense que pour une église qui a les moyens, qui a les moyens même humains de pouvoir former des personnes, je Mhm. pense qu'il est important de former. En fait, c'est un problème à partir du moment où il y a les moyens pour, financiers, techniques et humains, Mhm. mais personne ne fait rien. À partir de Ok. là, c'est un problème. Ce qui est important, c'est de donner le meilleur de ce qu'on peut aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Jésus nous a appelés à faire de toutes les nations des disciples. Comment tu penses que ça se manifeste pour un musicien de faire des disciples? C'est pas seulement par son jeu, Mhm. par ce qu'on est, parce qu'en fait, être un disciple, c'est pas qu'une caractéristique, c'est un style de vie finalement. Mhm. C'est la manière dont on se présente, la manière dont on parle, la manière dont, en fait, si on a une différence avec les autres qui fait que, en fait, les autres personnes doivent voir qu'on est des disciples, Mhm. c'est ça en réalité qui va faire qu'on doit influencer et faire des disciples. Mhm. Pour un musicien, c'est pas forcément que lié avec son jeu, Ouais. forcément lié qu'avec son talent, mais c'est aussi comment il est. Même si, quand même, ça fait partie. Quelles sont les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours à l'église? Tu vois, tout ce qu'on évoquait là auparavant sur le fait de servir des hommes, sur le fait de moyens techniques, etc. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup frustré Mhm. étant plus jeune, parce qu'il y avait aussi beaucoup la fougue du musicien qui Mhm. voulait bien faire, qui voulait apporter du nouveau, qui est très motivé, Mhm. mais tu voyais il y avait pas forcément le même retour d'investissement. Et du coup, ouais, moi, ça m'a beaucoup frustré en tant que jeune musicien. Mhm. Après, j'ai appris, comme j'expliquais, après, par la suite, j'ai appris que, fallait servir un Dieu parfait avec des hommes imparfaits. Mhm. Donc, du coup, ça m'a un peu freiné dans toute la fougue que j'ai pu avoir. Ouais. Mais ouais, les difficultés principalement que j'ai rencontrées, c'était un excès de motivation Ok. et de voir que, j'étais tout seul, en fait, à Mhm. être motivé, à vouloir changer les choses. Mais c'est pas un truc ça m'a pas découragé. Mhm. Au contraire, je pense que si Dieu m'a forgé sur le service, c'était pour que aussi je puisse me calmer et faire les choses avec les bonnes intentions, avoir Parce une approche différente. parce que tu penses que ton zèle, c'était un zèle qui était mal placé? Ouais, je pense, puisque du coup, dans mon apprentissage du service, Mhm. j'ai appris beaucoup de caractéristiques du service et qui sont très importantes pour toutes les personnes qui servent, notamment l'amour, Mhm. le pardon, la maîtrise de soi, Mhm. le sacrifice. Et c'est des notions qui font que, en fait, si tu les as pas, tu peux pas réellement expérimenter Mhm. le service aux autres, du moins. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a envie de servir au travers de ses talents musicaux, quels sont les conseils que tu aurais voulu avoir à sa place? C'est très bien formulé. Les conseils que j'aurais voulu avoir, c'est de chercher à savoir réellement dans quoi on s'embarque. Mmh. C'est-à-dire connaître bibliquement qu'est-ce que le service, qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que représente la musique dans la Bible. Mmh. Parce que la musique, ça a une certaine, on a souvent tendance à négliger, mais ça a une certaine puissance, la musique, quand tu Mmh. lis certains passages bibliques. Donc, c'est de chercher vraiment bibliquement et surtout chercher Dieu. Mmh. Chercher Dieu premièrement, puisque être proche de Dieu, ça te permet de savoir qu'est-ce qu'il veut pour toi. Donc, du coup, ce serait mes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est de savoir réellement dans quoi il met les pieds. Et est-ce que toi, tu pourrais lui donner un aperçu de dans quoi il met les pieds? Qu'est-ce que ça implique de se lancer dans ça? C'est pas toujours simple, hein. Mmh. Je vais pas commencer à vendre du rêve sur le ministère de ouais, c'est trop bien de jouer pour Dieu et tout machin. Mmh. Honnêtement, hein, c'est des épreuves parce que tu es confronté du coup, comme j'expliquais, tu sers les autres, donc tu es confronté à d'autres personnes qui sont comme toi, qui sont pas parfaites. Euh, Tu auras à faire face à beaucoup d'ingratitude Mmh. parce que toi, tu te sacrifies et derrière, tu vois qu'on considère pas ce que tu fais.
tu auras à faire face à de l'hypocrisie, tu auras à faire face à beaucoup de choses qui sont en dehors de la musique, mais du coup, comme tu es confronté à des gens, Mhm. bah, en fait, tu auras un retour qui sera très différent de ce que tu pensais avoir. Mhm. Donc, je peux pas vendre du rêve, malheureusement, désolé. Ceux qui pensaient que, ouais, je vais jouer à l'église, ça va être stylé, c'est faux. Mhm. Mais en fait, je pense aussi, enfin, pour contrecarrer aussi ce que je dis, moi, en tout cas, mon expérience personnelle, de ce que je vois, en tout cas, de mon service à l'église, Mhm. mais de voir que des personnes arrivent à entrer dans l'atmosphère grâce à ce que tu joues, Mhm. il n'y a pas plus plaisant pour moi. Moi, c'est tellement une grâce de vivre des choses comme ça, de Mhm. juste imposer l'atmosphère et de voir que des gens sont remplis, enfin, et de voir que je touche des gens parce qu'en fait, ces gens-là sont disposés parce que tu joues, c'est, Mhm. c'est le top. Ça n'a pas de prix. Tu vois, toute l'hypocrisie, là, tous les trucs, ça passe à côté. Ah, mais à côté de ça, là, à côté de ce plaisir-là, mais Mhm. ça passe à côté. Bah écoute, merci frérot. Merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci encore pour l'invitation et soyez bénis tout le monde. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.